Warda, bonjour. Bonjour. Tu as fait une table ronde sur l'IA hier. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ça a commencé tes recherches là-dessus? Alors, ça fait plusieurs années que je travaille sur, les questions de digitalisation, de numérique et donc d'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai que même si ça fait plusieurs années, je sens bien que l'intérêt pour la question n'était pas, forcément très, marqué, jusqu'au lancement de ChatGPT. Voilà, alors depuis le lancement de ChatGPT par OpenAI, il y a un espèce de bruit médiatique permanent sur l'IA, il y a de l'IA partout. Et du coup, les sollicitations, syndicales, viennent, c'est parce qu'on en parle. C'est pas forcément parce qu'il y a des projets en cours ou c'est-à-dire il faut en parler. Voilà, c'est le moment, il faut en parler. Euh, Hier, dans ta présentation, tu disais qu'il y avait moins d'un accord sur 1000 qui parlent de l'IA. Est-ce que tu comprends pourquoi? Bah, effectivement, le contraste est saisissant. Donc je disais à l'instant, on parle du dialogue social partout, mais sauf dans le dialogue social, enfin, en tout cas très peu. Alors c'est un sujet qui est émergent, donc moins d'un accord sur 1000 effectivement. Alors peut-être que depuis ça a un peu progressé. Pourtant, il y a tout ce qu'il faut. On pourrait en parler dans le cadre d'accords, de négociations, mais aussi il y a plusieurs informations, consultations qui sont, enfin qui pourraient être utilisées, et voilà. On peut même mobiliser des leviers un petit peu plus originaux pour parler d'intelligence artificielle, dans le cadre du dialogue social actuel. Alors on y pense moins, mais le devoir de vigilance peut être pertinent dans certaines situations, notamment, enfin, quand un projet d'IA est déployé, c'est important de s'interroger sur la chaîne de sous-traitance. Parce que potentiellement, il peut y avoir, chez un sous-traitant de sous-traitant de sous-traitant, un acteur qui utilise les petites mains du côté de l'hémisphère sud pour effectuer certaines tâches. Donc pourquoi, oui, pour répondre à ta question, pourquoi on en parle aussi peu, c'est une vraie question. Parce que finalement, l'intelligence artificielle, c'est pas forcément toujours très perceptible par les salariés. Les employeurs, on va pas se mentir, ne communiquent pas forcément sur le sujet et donc peuvent faire passer des petites, enfin des grosses modifs pour des petites modifs ou pour des mises à jour. On peut citer un exemple. Le fait de mettre copilote dans les outils de Microsoft Office, question d'appréciation. On peut dire que c'est simplement un petit truc en plus, mais on peut aussi se dire quelles sont les conséquences, quelles sont les répercussions, est-ce que mes données vont... Enfin, voilà. Dans la FGMM, je pense qu'il y a des entreprises aussi qui utilisent l'IA ou qui en vendent. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Et alors oui, dans notre fédération, en fait, bon, l'IA concerne tout le monde, mais évidemment, ceux qui vendent l'IA, donc je pense, alors les entreprises de conseil, d'informatique, de logiciels, tout ça, de cloud, il y en a beaucoup qui tirent profit de l'intelligence artificielle. Et on a effectivement dans la Fédé des entreprises qui les vendent, et du coup, ça devient un argument marketing et peuvent aussi tester en interne les solutions qu'elles proposent. En termes de CSE, comment on peut s'emparer du sujet, essayer de faire au mieux? Alors hier, lors de la table ronde, on a pu évoquer le fait que, en parallèle des dispositions, on va dire du dialogue social, un peu classique qu'on a, avec les CSE ou les accords, il y avait possibilité de traiter le sujet, aussi autrement. Hem, Nos 2 invités hier, Odile Chany et Yann Ferguson et avec aussi, Emmanuel Reich de Syndex, heu, ont mis l'accent sur l'importance d'associer les salariés dans les projets de transformation qui les concernent. Donc, déployer l'IA dans une entreprise, ça veut dire, enfin, idéalement, il faut impliquer les salariés, ne serait-ce que pour que ce soit utile. Pour qui mieux qu'un salarié peut savoir comment améliorer son job, son poste. Donc, et puis il y a donc l'idée de co-construction avec les salariés et bien sûr avec les organisations syndicales. Donc le dialogue professionnel
tel que présenté par l'un de nos intervenants, fait par ailleurs écho à notre convention collective de la métallurgie. Donc voilà. Mais alors après, ça ne se substitue pas au dialogue social classique, hein, mais c'est simplement un levier supplémentaire qui peut permettre de coller aux spécificités de l'IA, puisque hier, on a aussi insisté sur le fait qu'un projet d'IA ne ressemble pas forcément à un autre projet, dans la mesure où ça peut être une technologie qui, une fois qu'elle entre dans une entreprise, n'est pas finie, n'est pas aboutie. Donc il y a une forme d'incertitude, sans aller sur des questions techniques. On lance un projet, on expérimente, on voit ce que ça donne, et si ça ne va pas, on corrige. Donc vous avez comme ça des boucles d'expérimentation, des itérations qui nécessitent un accompagnement peut-être continu et pas forcément one shot, une info consulte par an ou tu vois. Enfin, donc du coup quelque chose d'assez continu pour ajuster finalement les effets du déploiement. Dans les craintes un peu des citoyens, il y a le fait de perdre des jobs. Est-ce que c'est des choses que tu as vues, enfin, de voir disparaître des types de métiers? Est-ce que toi, tu as des choses en tête comme ça où oui, il y a des métiers qui peuvent clairement être effacés par l'IA? Alors, euh, alors déjà, hier, on a surtout mis l'accent sur l'impact de l'IA sur le travail et pas l'emploi. Mhm. Pourquoi? Parce que on a plus de données sur l'impact sur le travail et les changements que ça peut, positifs ou négatifs. L'impact sur l'emploi, à ce jour, il est difficile à lire. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'argument de l'automatisation, de l'optimisation des process, qui est sûrement la raison pour laquelle les entreprises se lancent dans de tels projets, alors, pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Alors, à l'évidence, hein, tous ceux qui ont déjà utilisé voient qu'il y a certaines choses qui risquent de bouger. Donc, je pense qu'il y aura, oui, des automatisations à venir. Après, je pense qu'il faut quand même se méfier. Alors, bon, moi, il y a un auteur, un sociologue que j'apprécie beaucoup parce que, enfin, il a une lecture de cet élément-là qui est assez pertinente, je pense. Antonio Casilli, qui est sociologue, il considère que le travail ne va pas disparaître, qu'on est plutôt que de parler de disparition du travail, d'automatisation complète, pour lui, on est juste en train de délocaliser le travail. Il cite dans son dernier ouvrage l'exemple de la voiture automatique. En fait, ce qu'on appelle voiture automatique, en réalité, ce sont plutôt des robots taxis. Alors effectivement, il y a une partie qui est gérée par l'intelligence artificielle, c'est indéniable. Mais une partie finalement assez limitée. On est sur des petites flottes qui sont sur un territoire précis. Mais alors je ne me souviens plus du chiffre exact, mais enfin, je vous invite à lire ses travaux. Je ne sais plus si c'est 5 ou 10% du temps. Ah oui, Antonio Casilli et Luc Julia aussi. 5 à 10% du temps de route, en fait, de ces véhicules, en réalité, sont gérés par quelqu'un qui est dans sa cabine, dans sa chambre ou dans son je ne sais où, dans un pays du Sud, et qui débloque la machine parce que la machine n'est pas en capacité de gérer un certain nombre de problèmes. Donc, la disparition du travail, même si ça fait rêver beaucoup d'entreprises, d'employeurs, je pense que malheureusement, il ne faut pas rêver. Mais il y aura par contre des déplacements et du changement, évidemment. Eh ben, merci beaucoup, Warda. Je te souhaite une bonne fin de congrès. Merci.